C'est quoi un sportif en bonne santé? Alors déjà, j'ai l'habitude de dire qu'un sportif n'existe pas. Les sportifs, et du coup je me mets un peu dans le lot, mais comme l'homme de manière générale, on va rechercher tout ce qui est lié à la solution miracle, à la solution de facilité. Mais ça peut aller jusqu'à l'œdème cellulaire et l'œdème cérébral. On a des décès qui se réalisent comme ça sur des épreuves d'ultra-endurance. Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de l'Instant Outdoor, le podcast outdoor dans lequel on partage les meilleurs conseils et histoires des acteurs du sport outdoor. Mon objectif est de vous inspirer et vous inciter à bouger en conservant votre santé grâce aux conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans votre sport. Nutrition, préparation mentale, entraînement, apprentissage, parcours de vie, on abordera ici tous les sujets sans tabou et de façon naturelle. Je suis François Hinault, fondateur de Planet Trail Productions, speaker, créateur de contenu pour le sport outdoor et organisateur du Grand Raid du Finistère. Contactez-moi sur contact@planettrail.com, sur LinkedIn ou sur mon site planettrail.com. Bonne écoute. Allez, aujourd'hui, nouvel enregistrement avec Anthony Berthou. Figure-toi, Anthony, que j'ai commencé ma journée ce matin en déposant mon fils à l'école et j'ai parlé de cet enregistrement que j'allais faire avec toi, avec un papa qui écoute les podcasts parce qu'il est kiné, formé clinique du coureur et forcément, on a des sujets en commun à partager. Et il m'a dit que tu étais breton d'origine, donc je me suis dit que j'allais forcément passer un bon moment avec toi. Comment ça va, Anthony ? Bah ça va, merci beaucoup. C'est un gars bien ton kiné là, s'il dit ça. Oui, je suis breton d'origine, lorientais, exactement. Pardon. C'est ce que j'ai cru comprendre, à l'orientais. Ouais. Exactement. Mon cabinet d'ailleurs historique était à Pleumeur, donc une petite commune qui touche l'Orient. Eh ben écoute, ça nous fait forcément un sujet en commun, cette belle Bretagne, terre sportive et culturelle. On peut que le revendiquer et le crier haut et fort sur tous les toits. C'est ça. Tu es breton toi aussi ? Oui, j'habite à Quimper. Ah bah oui, en effet, on était à 1 heure à peu près, quoi. C'est ça, exactement. Et tu vois, maintenant j'organise le Grand Raid du Finistère et c'est un petit peu ma phrase de pitch, revendiquer la Bretagne comme terre sportive et culturelle. Ah bah, on va bien s'entendre. Exactement. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, pour ceux qui ne te connaissent pas ? Oui, avec plaisir. Donc, Anthony Berthou, je suis nutritionniste. C'est vrai que je me suis beaucoup intéressé et toujours à la nutrition du sport parce que c'était j'ai un ami qui dit que je suis tombé dedans quand je suis petit. Je me suis intéressé à la nutrition très tôt. J'ai fait partie de l'équipe de France junior de triathlon, donc je l'ai vu sous l'angle de la performance. Et puis j'ai eu quelques pépins de santé déjà à l'époque et j'ai décidé d'en faire mes études, mon métier. Donc j'ai suivi beaucoup d'équipes de France, d'équipes olympiques avec un tropisme plutôt sur le monde de l'endurance, mais pas que. Je parlais de mon cabinet historiquement, effectivement, qui était à côté de Lorient. J'ai aussi beaucoup enseigné en Suisse, notamment à l'EPFL, à l'École Polytechnique de Lausanne, sur ce qu'on appelle les enjeux mondiaux de l'alimentation, donc les projections 2050, et comment on peut concilier différents facteurs autres que purement le côté santé individuelle, notamment sur les aspects écologiques, sur les aspects géopolitiques, sanitaires aussi. On aura peut-être l'occasion d'en parler un petit peu. Et puis je suis revenu en France suite notamment à des nouveaux pépins de santé. Et aujourd'hui, je fais essentiellement de l'enseignement pour les professionnels de santé, professionnels du sport, donc à travers mon propre organisme de formation et à l'université également. Voilà. Ça en fait des sujets à développer, tout ça. Alors, pour poser le cadre un petit peu, je voudrais, si tu veux bien, détailler un petit peu tout ce qui est nutritionniste, diététicien, coach nutrition. Comment faire la différence entre tous ces noms qui parlent de nutrition, et c'est peut-être un peu flou dans la tête des gens. Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs une vraie problématique entre guillemets française. Alors pour d'autres pays aussi, mais en particulier en France. Alors il faut savoir que le diplôme reconnu est le diplôme de diététicien, nutritionniste, donc qui est, on va dire, la profession de base entre guillemets, qui est conditionnée donc à l'obtention de ce diplôme. Le terme de nutritionniste n'est pas légiféré au sens où il a été effectivement beaucoup utilisé
il est d'usage en fait qu'il soit utilisé pour les médecins nutritionnistes, donc qui peuvent être des médecins généralistes par exemple qui vont faire une spécialisation sur la nutrition. Après, sur le cursus médical à part entière, on aura plutôt des spécialités comme l'endocrinologue qui lui va s'intéresser de près à la nutrition, mais c'est vrai qu'on a une lacune aujourd'hui de cursus en fait poussé au-delà de diététicien nutritionniste qui finalement c'est un cursus assez court, hein, de 2 à 3 ans en fonction de la filière, qui, moi je dis souvent qui est nécessaire mais pas suffisant. C'est-à-dire que ça va donner une approche et une connaissance de la nutrition, la physiopathologie nutritionnelle qui est importante, qui est nécessaire, mais c'est vrai qu'on aurait besoin d'aller un peu plus loin. Et malheureusement, il n'y a pas un boulevard universitaire classique comme on peut le connaître dans d'autres disciplines, ce qui fait que on a d'autres professions qui vont s'intéresser à la nutrition. Tu parlais de coach en nutrition, de coach sportif qui se spécialise en nutrition. Pour moi, à titre personnel, je n'ai aucun jugement de valeur là-dessus. C'est-à-dire, je pense qu'il peut y avoir des personnes extrêmement compétentes dans un sens ou dans un autre, et inversement, des lacunes, quel que soit le métier. Donc, la difficulté, c'est que la nutrition, en fait, concerne tout le monde, bien entendu, et concerne aussi, finalement, tous les professionnels de santé à travers les conseils qu'ils peuvent proposer à leurs patients, professionnels de santé ou professionnels du sport. Après, la difficulté, c'est de savoir se positionner de manière juste par rapport aux conseils qui peuvent être proposés. Et c'est vrai qu'entre un conseil qui va être donné dans le cadre du sport, par exemple, ou du bien-être de manière préventive, et le fait de s'adresser à un patient, là, les prérequis et les connaissances sont pas du tout les mêmes. Donc, dès lors qu'on parle de pathologie notamment, c'est vrai qu'un diététicien nutritionniste ou un médecin nutritionniste sont les personnes aujourd'hui qui sont les plus à même et qui sont les seuls reconnus pour pouvoir exercer légitimement à ce niveau-là, quoi. Je pense pour faire assez simple, pour moi, il y a 2 aspects. Il y a le côté très préventif, général, et après la prise en charge individuelle et notamment thérapeutique qui là nécessite un métier, qui est un métier à part entière, quoi. Donc, quand un médecin généraliste, un kinésithérapeute, un infirmier, une sage-femme, voilà, on peut imaginer plein de professions qui s'intéressent à la nutrition vont donner des conseils à ce niveau-là. L'intérêt, c'est que l'objectif, c'est que ces personnes soient formées à minima pour pouvoir donner un conseil juste, sans pour autant basculer dans le rôle du diététicien nutritionniste ou du médecin nutritionniste. Ouais, je comprends parce que j'avais passé une formation de préparation mentale. Alors c'était une formation en ligne d'une 30aine d'heures, et puis souvent on me demandait alors ça vaut quoi cette formation, qu'est-ce que tu peux en faire? Et ben en fait c'est quelque chose qui est intéressant pour être un complément d'activité. Par exemple, tu es entraîneur dans une équipe de foot et puis tu as envie de sensibiliser un petit peu tes athlètes à la préparation mentale. Et ben c'est intéressant, mais dès lors qu'il va y avoir un problème dans l'équipe majeur, et bien là par contre il va falloir peut-être faire appel à quelqu'un qui a une formation qui est quand même beaucoup plus poussée. Donc finalement pour le sujet de la nutrition c'est un petit peu similaire. J'y vois des parallèles quand même sur ces 2 sujets-là. Donc, ok, très clair. Tu as dit tout à l'heure sportif en bonne santé. Avant le début du podcast, on l'a fait en off, je crois, juste avant de commencer. Ouais, et je me le suis noté. Ouais. C'est la seule phrase que j'ai dit. Hein. Ouais. C'est quoi un sportif en bonne santé? C'est quoi un sportif en bonne santé? Alors déjà, j'ai l'habitude de dire qu'un sportif n'existe pas. C'est-à-dire qu'il y a un individu qui va exercer une sollicitation périphérique qui est la pratique sportive. Et ça, c'est pour moi essentiel à comprendre. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler, mais je développe souvent ce qu'on appelle le principe d'Hormèse et le principe en fait d'inflammation positive, de sollicitation positive, parce que on est fait pour évoluer et l'évolution se fait par la stimulation. Donc, quand on fait une pratique sportive ou une activité physique de manière générale, on va créer un stress au niveau cellulaire, au niveau métabolique. Et si ce stress est adapté à la capacité de l'individu et non pas d'une population générale, et cet individu est lui-même dans un contexte particulier, donc cette adaptation va être positive et va améliorer les capacités physiologiques, métaboliques, et donc
l'amélioration des performances sportives, physiques, si on parle d'un athlète. Mais le même athlète, quand tu le prends en bonne santé au sens, il va être dénué de toute pathologie, il dort bien, il a une vie plutôt sereine au niveau émotionnel, il mange bio ou en tout cas avec peu de contaminants, il vit à la campagne, tout va bien pour lui. Bah, finalement, la charge de stress complémentaire qu'il va rajouter par sa pratique sportive n'aura pas le même impact que le même individu qui est en plein divorce, qui vient d'être papa ou d'être maman et qui du coup se réveille 5 ou 6 fois dans la nuit, donc qui a un sommeil qui est complètement haché, qui vit en ville et qui mange entre guillemets n'importe comment, même si ça ne veut pas dire grand-chose quand je dis ça, qui vient de créer son entreprise, etc. Donc au final, le même stress peut impacter de manière très différente un même individu en fonction du contexte dans lequel il est. Et donc, a fortiori, le même stress peut exercer des effets très différents selon des individus différents. Donc, un sportif en bonne santé, c'est avant tout un individu qui est capable de répondre positivement à la sollicitation qu'il va demander à travers sa pratique sportive, qui est le mouvement musculaire, et donc qui va espérer derrière avoir une amélioration de ses capacités. Je ne sais pas si c'est clair quand je dis ça. Si, au final, on dit souvent hein, que s'entraîner, c'est régresser, et récupérer, c'est progresser. Alors, ouais, moi je serais pas, non pas que je suis pas d'accord avec ça, mais je pense que c'est sur une vision isolée, oui. Par contre, ce qui fait que tu progresses par ta récup, c'est parce que tu as eu la sollicitation avant. Donc c'est toujours un couple très fin entre la sollicitation et le niveau et la durée de récupération nécessaire pour faire en sorte que cette sollicitation elle soit positive. Mais par contre, la limite, malheureusement, qu'on a beaucoup dans le côté, y compris la planification de l'entraînement et autres, c'est que justement, on va raisonner que sur l'aspect de l'entraînement. Et c'est ce que j'essayais d'expliquer avec les différents facteurs périphériques, dont l'alimentation fait partie, mais il n'y a pas que ça. Hein. C'est pour ça qu'il y a la gestion du sommeil, des émotions, les niveaux de contamination, les pathologies existantes, si pathologie il y a, qui font que l'athlète va être capable de s'adapter. Donc en fait, c'est le fameux principe d'Hormèse, c'est-à-dire que le même stimulus peut avoir un effet qui est positif ou délétère, en fonction de l'amplitude de ce stimulus, de sa durée et surtout de celui qui va recevoir en fait ce stress-là et de ce qu'il va être capable d'en faire d'un point de vue physiologique ou biologique, quoi. Ouais, comme bien souvent, en fait, c'est un tout et prendre un individu est beaucoup plus complexe que ça n'y paraît. Et d'ailleurs, comment est-ce que un athlète peut justement faire la différence entre la multitude de produits qui existent sur le marché, surtout avec ces notions de bio en ce moment qui sont parfois controversées, les réglementations bio qui sont valables dans un pays sont pas les mêmes que dans un autre, etc. Enfin, il y a des petites subtilités comme ça. Comment est-ce qu'on peut s'y retrouver quand finalement on débute et qu'on sait pas vraiment par où commencer dans les produits de nutrition qu'on va pouvoir choisir pour ces objectifs? Alors là, tu parles de produits de nutrition sportive ou d'aliments quand tu parles de bio ou les deux? Plutôt de nutrition sportive sur un trail, un ultra, lors d'un événement sportif. Oui, ok. Ah, déjà sur ces produits, en fait, les sportifs, et du coup je me mets un peu dans le lot, hein, mais comme l'homme de manière générale, on va rechercher tout ce qui est lié à la solution miracle, à la solution de facilité. Et ça nous fait bien plus rêver de se dire qu'on va avoir un produit qui améliore nos capacités, d'avoir un vélo plus léger, plus rigide, voilà, une paire de chaussures qui va être plus performante, etc. Et on est prêt à mettre souvent le prix largement, bah, un prix large très important par rapport à ça. Et le problème je ne sais pas si je digresse par rapport à ta question, mais en fait, avant d'y répondre, c'est déjà de contextualiser la prise des produits nutrition du sport, parce qu'effectivement, on va voir plein d'athlètes sur du trail, de l'ultra, du triathlon ou autre, partir avec la boisson qui va bien, le gel qui va bien, la barre qui va bien, et plein d'allégations nutritionnelles associées, le bio ou pas. Et c'est pour ça que je te posais la question, parce qu'on pourra revenir sur la notion de réglementation du bio si tu le souhaites. Mais finalement, le focus est fait sur ça.
sans même se demander finalement quelle est la qualité de l'alimentation au quotidien qui amène l'athlète dans ses dispositions le jour de l'épreuve. Et ça rejoint un petit peu le point d'avant, à savoir que c'est un élément multifactoriel, bien entendu, et au niveau alimentaire, ce que je dis tout le temps, c'est que la, la nutrition va jamais permettre à un athlète de gagner. Par contre, au cours de la course, pardon, par contre, il peut lui faire perdre la course parce que le produit sera peu qualitatif, c'est-à-dire mal dosé, avec des compositions parfois qui ne seront pas adaptées à la physiologie digestive du sportif, et qui fait qu'il y aura des troubles digestifs, il y aura une hypoglycémie, il y aura un abandon, qui fait qu'effectivement, on est tous dans une situation qui est optimale. Mais ce qui va conditionner la performance, ce qui va faire que l'athlète va être au summum de ses capacités, c'est pas du tout ce qui va mettre son produit de nutrition sportive, ce qu'il va mettre dans son bidon ou autre, c'est la façon dont il se sera alimenté dans les mois, dans les années qui précèdent, et donc la façon dont il aura géré sa préparation. Je dis souvent, c'est la cerise sur le gâteau, hein, le produit de nutrition du sport. Donc, si je réponds à la deuxième partie de ta question sur le label, là je parle de l'alimentation à part entière et pas des produits de nutrition du sport. Il faut savoir qu'en Union européenne, on a un label, donc la feuille là avec les différentes étoiles qui la constituent, parce qu'on a souvent le label AB en tête, mais c'est plus le label reconnu. C'est la feuille qui est le label officiel en Union européenne. Le cahier des charges est le même, quel que soit le pays. Je parle de l'Union européenne. Par contre, ce qui peut changer, c'est plus l'audit et le suivi en fait du respect. C'est un cahier des charges avec des obligations de moyens et pas de résultats. Ça ne veut pas dire qu'un produit bio n'aura plus de pesticides, ça veut simplement dire qu'on n'aura pas utilisé d'intrants chimiques, justement. En tout cas, on a même une petite liste d'exceptions qui existent, mais pour faire simple, l'agriculteur, si on parle de produits végétaux par exemple, ne va pas utiliser d'intrants. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas dans le produit fini. Et là, on parle vraiment de l'aliment. Alors, hors Union européenne, il y a d'autres cahiers des charges, il y a d'autres réglementations. Je ne vais peut-être pas rentrer dans tous les détails, mais quand on va acheter une boisson de l'effort labellisée bio, qu'est-ce que ça veut dire au final? Parce que c'est une boisson qui va être avant tout glucidique, à base de sucre. Alors, on aura du sodium, on aura des vitamines parfois, on aura peut-être des BCA, etc. Alors, la réglementation de la nutrition du sport va restreindre en fait l'usage de certains ingrédients, mais on reste dans un produit qui est ultra transformé. Si je donne un autre parallèle à ce niveau-là, c'est acheter une mangue qui vient du Pérou, qui est sous plastique et qu'on va acheter à Auchan ou à Carrefour parce que justement elle est sous plastique pour éviter qu'on la confonde avec la même mangue qui elle est conventionnelle et qui va coûter moins cher. Donc quelle est la pertinence en fait de ce comportement d'achat qui est de se dire j'achète une mangue bio du Pérou sous plastique, elle est très elle est très relative cette pertinence. Donc c'est pas parce qu'il y aura un peu moins de pesticides que pour autant ça sera quelque chose de cohérent. Et j'ai envie de dire que pour les produits de nutrition du sport, malheureusement c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on va parfois pour certains athlètes se donner bonne conscience, à se dire je prends un produit bio, mais qui au demeurant est ultra transformé. Est-ce que c'est la priorité? Après, à voir en fonction de ce qu'a déjà mis en place l'athlète, mais je suis pas certain. Ça ne veut pas du tout dire que je suis pas pour un produit bio, bien au contraire. Je dis simplement que, en fait, on a tendance à se focaliser sur ça, voire à se rassurer, au détriment d'autres aspects qui sont certainement bien plus importants. Si on parle de l'aspect santé, de l'aspect écologique, de l'aspect éthique aussi, bien sûr, et qui du coup est occulté, quoi. C'est vrai que c'est souvent un tout, et tu l'as dit, le produit de nutrition va pas nous faire gagner, mais il peut nous faire perdre. Et d'ailleurs, j'ai lu que alors je suis en train de le lire d'ailleurs, parce que je l'ai sous les yeux, les symptômes gastro-intestinaux toucheraient 85% des coureurs d'ultra-trail et seraient la première cause d'abandon, 23%. Comment expliquer ça malgré le nombre de recherches et de sensibilisations qui sont faites en ce moment sur le milieu de la nutrition?
Alors, il y a beaucoup de raisons à ça. La première, elle est liée à la qualité de l'alimentation, déjà de l'athlète au quotidien et à l'effort, c'est-à-dire quelle stratégie il va mettre en place. Et là, on pourrait en parler pendant très longtemps. Euh, Déjà, quelle est l'intégrité de l'écosystème intestinal? C'est-à-dire, on parle souvent de trépied entre le microbiote intestinal, la muqueuse intestinale et le système immunitaire. On estime à peu près 70% de l'immunité qui va être en lien en fait avec cet écosystème et notamment avec le monde microbien et bactérien en particulier. Donc on a parfois des athlètes qui vont avoir ce qu'on appelle des dysbioses, c'est-à-dire des déséquilibres du microbiote, des perméabilités intestinales. Je vais en revenir, je vais en reparler parce que c'est quelque chose qui est inhérent en fait à la pratique sportive. Une alimentation qui va être inadaptée, une prise de médicaments, certains polluants, certains additifs, etc., qui font que cet écosystème au départ est altéré. Donc quand on va le mettre dans une situation extrême qui va être la pratique d'un trail, d'un ultra ou d'une épreuve d'endurance, bah, finalement, on sera sauf dans une situation qui sera optimale. Après, le deuxième facteur, c'est justement la pratique elle-même de l'activité. On va avoir ce qu'on appelle une ischémie mésentérique, c'est-à-dire une diminution de l'irrigation sanguine, notamment au niveau intestinal. Alors, en fonction de la température extérieure, du niveau de la chaleur, donc de la déshydratation de l'athlète, ça peut atteindre 80% de la valeur de repos. C'est-à-dire que pour faire simple, l'intestin est irrigué au cinquième de sa valeur de repos. Donc forcément, les conséquences liées à la prise d'un aliment ne seront pas les mêmes à l'effort qu'au repos. Et ce, d'autant plus que l'athlète aura fait 5, 10, 15, 20, 30 heures de pratique sportive, ce qui va fragiliser énormément en fait déjà la capacité de l'individu à être dans le confort digestif sur le moment. Là où il y a un deuxième effet, entre guillemets, c'est que au moment de l'arrêt de l'effort, on va avoir une reperfusion, donc un afflux de sang qui va revenir au niveau intestinal, et cette reperfusion, associée au contexte inflammatoire lié à la pratique de l'ultra, parce qu'on crée une inflammation qui est systémique, on va favoriser en fait une perméabilité de l'intestin, ce qu'on appelle une HPI ou une hyperperméabilité intestinale. Et cette hyperperméabilité, elle va se reproduire au fur et à mesure des activités. Là, je parlais d'épreuves de très longue durée, mais à l'entraînement, de manière générale, en fait, on a cette variation d'ischémie et reperfusion pendant des semaines, des mois, et du coup, de facto, on fragilise l'écosystème intestinal d'un sportif. Et c'est pas forcément symptomatique. On a des athlètes qui ne souffrent pas de troubles digestifs et qui ont cette perméabilité intestinale résiduelle qu'on peut objectiver aujourd'hui par des marqueurs biologiques. Et, euh, et donc ça va aussi contribuer potentiellement à l'inconfort en course, mais aussi à des problématiques plus systémiques liées à ce qu'on appelle une inflammation de bas grade, c'est-à-dire une inflammation pernicieuse, latente, et qui peut s'exprimer par des troubles ostéo-tendineux, des troubles inflammatoires chroniques, des troubles infectieux parfois. Donc ça va au-delà simplement de la problématique du confort digestif. Donc ça, c'est, on va dire, le travail de fond. Après, de manière très simple, tu parlais des produits de nutrition du sport. Bah, souvent, c'est des produits qui vont être trop concentrés, notamment en sucre, qui vont, entre guillemets, je ne vais pas dire être mal formulés parce que ça n'aurait pas de sens, mais qui ne seront pas formulés de manière adaptée à la pratique du sportif. C'est un athlète qui va avoir peur de tomber en hypoglycémie, donc qui va manger trop et notamment trop de glucides par rapport à ce que l'intestin est capable d'assimiler à l'effort. C'est une stratégie qui aurait été malmenée dans son repas d'avant-course, voire dans la semaine qui précède, parce qu'il aura fait une surcharge en glycogène et il aura du coup mangé beaucoup de glucides et plus qu'il ne peut en tolérer. Donc ça se répercutera sur son confort à l'effort. Ça va être une prise d'aliments plaisir. On connaît sur de l'ultra, sur des produits salés, gras, alors le saucisson, le morceau de fromage, etc. Donc, quand on n'est pas du milieu, ça peut pas être étonnant de parler de ces aliments à l'effort, mais ça nous fait énormément du bien à la tête et ça s'entend. Maintenant, s'ils sont mal contextualisés en fait en termes de stratégie alimentaire, ça peut coûter cher, y compris l'abandon. C'est pour ça que je dis souvent qu'il y a une stratégie essentielle, c'est de couvrir les besoins physiologiques au niveau nutritionnel pendant l'effort.
Et puis le bonus qui est de se faire du bien à la tête, et avec ce type d'aliment maintenant de manière personnalisée en fonction de ce que l'individu est capable de tolérer. Et ça se prépare. Et peut-être le dernier point à ce niveau-là, c'est que pendant, justement au niveau de la littérature scientifique, pendant très longtemps, on a considéré que l'intestin n'était pas adaptable, du fait notamment de cette ischémie reperfusion dont je parlais, et on a quelques données récentes qui nous indiquent que potentiellement il le serait, et notamment le fait de s'habituer à courir avec un estomac distendu, c'est-à-dire encore avoir un bol alimentaire dans l'estomac, de prendre des aliments régulièrement, donc pendant l'entraînement, non pas pour éviter de tomber en hypoglycémie, mais simplement pour aider et habituer l'estomac et le système digestif à recevoir des aliments ou même du liquide au cours de l'effort, pour faire en sorte que le jour de l'épreuve, il soit moins surpris. Et je donne souvent l'exemple des chaussures ou du vélo pour un triathlète ou n'importe quel matériel. Ça viendrait pas à l'idée à un coureur d'aller chercher une nouvelle paire de chaussures le jour de l'épreuve et de courir en minimaliste alors qu'avant il courait avec des Hoka à l'entraînement, ou inversement. L'alimentation, c'est la même chose. Si vous avez mené vos entraînements sans boire ou très peu, uniquement quand vous en aviez besoin, sans manger, sans assurer en fait un apport liquide ou solide, imaginez que vous preniez 50, 80 grammes de glucides, voire plus par heure, toutes les heures pendant des heures, avec 200, 300, 500 ml, voire davantage par heure. Forcément, le risque que vous ne soyez pas adapté, il est évident. Donc cette stratégie, elle se met en place à l'entraînement, en programmant des séances où justement on va consommer non seulement les aliments, les produits qu'on va avoir le jour de la course, mais aussi dans la fréquence, dans de la quantité, dans de la récurrence, qui fait que potentiellement on va s'adapter. Et ça sera de manière partielle. Et ça, c'est aussi vrai pour l'hydratation, qui est aussi un sujet, hein, parce que il y a eu des recommandations pendant un temps de boire X litres d'eau par heure. Aujourd'hui, on est plutôt sur une tendance de boire à sa soif. Comment est-ce que tu te positionnes par rapport à ce sujet de l'hydratation ? Exactement sur ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que historiquement, moi, ça fait 30 ans que je m'intéresse à la nutrition. C'était exactement ça, il y a une vingtaine d'années également, j'ai envie de dire même une dizaine d'années, cette idée de dire on boit au moins 500, 600 ml par heure d'effort, c'était consensuel, parce que on était dans cette logique de limiter la déshydratation, de crainte qu'on altère les capacités, que ce soit en aérobie ou en anaérobie d'ailleurs. Mais pour les sportifs d'endurance, effectivement, de se dire il faut absolument boire 500 ml par heure. Et on a entendu, et moi je l'ai dit au tout début de ma carrière professionnelle, de dire que les 1% de déshydratation du poids corporel entraînait une altération des capacités de 10%, 2%, 20%, etc. Et on y est fortement revenu parce qu'effectivement, la littérature aujourd'hui nous met en évidence que sur des épreuves notamment d'ultra ou d'endurance de manière générale, c'est pas forcément parce qu'on est déshydraté que c'est le facteur qui va limiter la performance. On a beaucoup d'autres facteurs périphériques, centraux, qui font que l'athlète va être moins performant, indépendamment de son état de déshydratation. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième est lié en fait à cette précaution arbitraire de se dire, bah oui, tu vas te déshydrater, donc tu bois au moins 1 millilitre par heure. Autant sur des épreuves d'1, 2, 3 heures, on ne va pas avoir de problématique à ce niveau-là. Autant sur des efforts plus longs, et là aussi, quand on regarde la littérature, on est à partir de 4-5 heures d'effort. On a finalement un volume liquidien qui va être important et qui n'est pas forcément corrélé au niveau de déshydratation. Et le problème à ce niveau-là, c'est que qui dit volume liquidien, donc apport d'eau, dit aussi sodium et électrolytes ou des minéraux qui vont être présents dans ce liquide. Et nos cellules sont organisées avec des différences de concentration entre le milieu intracellulaire et le milieu extracellulaire. Et pour faire simple, en fait, on se retrouve dans des situations, on a des athlètes qui peuvent boire beaucoup, parfois plus qu'ils ne vont se déshydrater, et avec un apport en sodium qui n'est pas suffisant. Ce qui va créer en fait ce qu'on appelle un effet osmolaire et
et un risque d'hyperhydratation. On parle souvent d'intoxication par l'eau, d'hyponatrémie symptomatique. Donc, hyponatrémie, c'est une baisse du taux de sodium dans le sang, symptomatique ou réactionnelle, parce qu'elle est en réponse au fait qu'on a consommé trop d'eau. Et donc, chez des athlètes qui vont effectivement faire 10, 15, 20 heures d'effort, on a un risque d'hyponatrémie qui est réel, et notamment des athlètes qui sont peu entraînés, des athlètes qui vont être très consciencieux à boire régulièrement, avec des concentrations en sodium qui seront insuffisantes dans la boisson. Après, il y a d'autres facteurs, des prises anti-inflammatoires, etc. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais ça peut aller jusqu'à l'œdème cellulaire et l'œdème cérébral. On a des décès qui se réalisent comme ça sur des épreuves d'ultra-endurance par excès d'apport d'eau et associé, j'insiste bien, c'est le couple manque de sodium, excès d'eau qui est à considérer. Donc effectivement, aujourd'hui, quelque chose qui peut paraître très simpliste, un conseil simpliste de dire je bois à ma soif, ça peut paraître limité comme recommandation, mais finalement, on n'a pas beaucoup plus d'outils que ça. Juste pour préciser un peu les choses, on a des récepteurs, ce qu'on appelle des osmorécepteurs ou des barorécepteurs, qui font que quand on se déshydrate à partir de 1 à 2%, on commence à déclencher la sensation de soif. Donc, de facto, quand un athlète va avoir soif sur du long, c'est qu'il est déjà déshydraté. Mais c'est pas pour autant que c'est un facteur d'altération des capacités, que c'est un facteur d'alerte en tant que tel. Donc, ce qui va être délicat, c'est qu'en fonction du type de pratique, en fonction du contexte, si on est coureur et qu'on est beaucoup plus concentré à regarder là où on met les pieds, si on est cycliste ou triathlète alors triathlète ce sera pas le bon exemple pour le drafting, mais si on est cycliste et que on suce la roue de celui qui est devant nous, etc. en peloton, on va pas penser forcément à boire. Donc c'est vrai que ce conseil de se dire je bois à ma soif, il est valable à partir du moment où l'athlète est en conscience de ça. Et en fonction du contexte de course, ça peut ne pas être le cas. Mais au final, le fait d'avoir une légère déshydratation n'est pas problématique en soi. Donc, on a des athlètes, on a plein d'exemples sur des marathoniens qui courent en moins de 2h10, on a des athlètes sur le Tour de France, etc., qui se retrouvent dans des niveaux de déshydratation importants, mais au final qui leur apportent plus de bénéfices à court terme sur la performance par rapport au gain de poids que les conséquences délétères de la déshydratation. Ça ne veut pas dire qu'il faut le mettre en place, mais c'est-à-dire qu'effectivement cette notion de déshydratation, elle est assez relative, sauf dans des états de déshydratation avancés, et que le contre-pied qu'on a proposé pour éviter la déshydratation, qui a été de dire je bois beaucoup de manière arbitraire, et ben finalement il n'est pas valable. Et pour terminer là-dessus, la même façon de dire je vais m'entraîner sur 10 séances, je vais regarder mon volume moyen de déshydratation, c'est-à-dire mon poids en sous-vêtements avant mon effort, mon poids donc dans les mêmes sous-vêtements après l'effort et déduire le volume qui aura été bu, parfois on peut aller jusqu'à calculer le volume d'urine, etc. pour avoir un niveau précis en fait de déshydratation qu'on va rapporter à l'heure. Finalement, c'est valable. Imaginons qu'un athlète se retrouve à 400 millilitres par heure de déshydratation sur des épreuves de 8 heures dans ce contexte expérimental. Il suffira qu'il soit dans un environnement totalement différent le jour de la course, plus humide, plus chaud, plus froid, des variations d'intensité d'effort qui font que le petit différentiel qui existera parce que l'athlète aura bu en fait ce qu'il pense être au niveau de sa déshydratation, finalement ne sera pas forcément positif, quoi. Donc il n'y a pas de règle. Et d'où l'idée de dire on boit à sa soif, parce que finalement c'est quelque chose d'assez moyennisant, mais qui finalement est assez cohérent, quoi. En tout cas, c'est quelque chose que j'ai constaté personnellement sur mes trails. Avant, j'avais ma montre qui sonnait toutes les 10 minutes avec la fameuse petite gorgée à prendre, et puis et j'avais des problèmes digestifs tout le temps. Alors c'était peut-être lié à d'autres facteurs, mais en tout cas, depuis que j'ai arrêté ça, il y avait moins de problèmes. Donc alors ça, tu vois, ça peut être juste ce qu'on appelle la plénitude gastrique, c'est-à-dire qu'effectivement, tu te retrouves avec un volume dans l'estomac, et c'est ce que je disais tout à l'heure, où imaginons que tu le fasses peu à l'entraînement et qu'en course,
même si ça correspond à ton niveau de déshydratation, si c'est 300-400 millilitres par heure, il n'en demeure pas moins que ton estomac, il se retrouve avec ce liquide, et que s'il n'est pas habitué, l'estomac c'est un muscle, hein, entre guillemets, il va s'habituer à se distendre ou pas au cours de l'effort en fonction de ce qu'on lui apporte. Donc le fait aussi de moins boire, au-delà du critère de risque de déshydratation, hyperhydratation, a aussi un impact en fait sur ta sensation gastrique en fait. Et justement, est-ce que, tu vois, sur le trail du Grand Raid du Finistère que j'ai organisé, que j'organise toujours d'ailleurs, le premier, François Pellan, qui a terminé en 19h30 pour 166 km, donc belle performance. On l'a vu partir avec 2 flasques de 350 millilitres. Il y avait un ravitaillement en eau tous les 15 km et finalement boire très peu, et même me partager à l'arrivée, s'entraîner à ne pas boire pendant des sorties de 3-4 heures. Est-ce que c'est quelque chose qui, ça aussi, s'entraîne, et est-ce que c'est finalement peut-être une recommandation qu'on pourrait donner à tous, ou pas trop? Alors là, c'est délicat de le généraliser, parce qu'en fait, tout dépend en fait du contexte de course dans lequel on va être. C'est-à-dire que si effectivement la stratégie est de boire peu, de s'entraîner à boire peu est cohérent, puisqu'en fait on va reproduire le contexte de course. Si par contre on a un athlète qui va boire régulièrement et qui ne boit pas à l'entraînement, il y aura tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure comme risque à ce niveau-là. Donc en fait, c'est déjà d'appliquer à l'entraînement régulièrement la stratégie qui sera proposée en course. Et ça, c'est un biais finalement qui est important à considérer. Par contre, d'habituer le corps à se déshydrater, on a très peu de données dans ce sens. Par contre, de boire peu, effectivement, peut amener l'athlète dans un état de déshydratation qui ne sera pas forcément, encore une fois, le facteur limitant de la performance. Donc, moi, je ne le généraliserai pas parce que ça dépend beaucoup de la situation individuelle de chacun. Ça peut fonctionner chez certains athlètes dans certains contextes, de le faire à tout le monde, et c'est le risque en fait, parce qu'en fait, dès qu'on met quelque chose d'arbitraire en place, on a la probabilité que ça fonctionne pour l'un et le risque que ça fonctionne pas pour d'autres, quoi. C'est toujours ce sujet délicat avec la nutrition, et c'est un petit peu... alors, tu vas me dire ce que tu en penses de ce sujet-là, parce que moi, j'ai un peu du mal, enfin, j'ai pas du mal, mais je comprends, par exemple, tous les intérêts de prendre une solution protéinée après un entraînement intense pour favoriser la récupération musculaire, enfin, la régénération musculaire, et tous ces sujets. Mais en fait, je trouve que c'est difficilement perceptible directement. En fait, c'est pas je prends un café, tout de suite je sens de l'énergie qui revient, et en fait tous ces sujets de compléments alimentaires sont difficilement perceptibles concrètement. Comment est-ce qu'on peut manger correctement et puis avoir notion de tous ces sujets sans avoir cette perceptibilité je sais pas si ma question est claire, mais finalement, comment est-ce qu'on peut manger correctement sans avoir ce ressenti direct? Mmh. En fait, dans ta question, il y a plein de questions, toutes intéressantes, mais déjà juste, peut-être avant d'y répondre, là, quand tu parles de la récupération musculaire et de manger après l'effort, et tu parles de compléments alimentaires, ou peut-être en tête des préparations protéinées ou ce genre de choses, on parle beaucoup de la fenêtre métabolique. Effectivement, c'est un moment qui est opportun pour reconstituer les réserves en glycogène musculaire, pour aider effectivement à la synthèse protéique, en tout cas à la reconstruction de ce qui a été lésé au cours de l'effort. Mais là aussi, quand on prend les études, ce sont des études qui ont mis en évidence un bénéfice à court terme. Sauf que quand on regarde d'autres publications, on voit qu'en fait, si on raisonne sur 24 ou 48 heures, ce timing de la fenêtre métabolique est très connu dans le milieu du sport et d'endurance en particulier. Il devient très relatif, parce qu'en fait, si finalement on apporte les nutriments dont on a besoin de manière un peu décalée, mais qu'on ne va pas enchaîner par un effort tout de suite après, le bénéfice est quasi le même. Après, ça dépendra du critère qu'on va considérer. Donc finalement, cette notion de fenêtre métabolique,
elle n'est valable. Alors, elle est valable pour deux aspects. Le premier, c'est que du coup, il y a l'attention du sportif, ce qui fait que il va être vigilant à la qualité de ce qu'il va manger. Donc ça, c'est déjà un bénéfice en soi. Et deuxièmement, plus pour des athlètes qui vont enchaîner des efforts. Et souvent, on estime qu'à moins de 6-7 heures d'effort, en sens de durée entre deux efforts, là, on a un intérêt à bien timer la récupération. Là, j'ai été interviewé pour un article sur le marathon des sables, par exemple, où là, effectivement, la phase de récup est très importante parce qu'on va enchaîner les, les courses, en fait, chaque jour. Donc, ça considéré maintenant dans un contexte, entre guillemets, quotidien ou plus classique. Finalement, si on a une alimentation de qualité qui n'est pas forcément timée comme on le voit dans la théorie des publications, c'est pas pour autant que c'est quelque chose qui va altérer les capacités. En fait, c'est plus l'équilibre global et autant en termes de quantité de qualité qui va être à considérer. Donc ça, c'est juste le point sur cette notion de récupération. Après, ta question des compléments alimentaires, déjà, c'est pourquoi prendre un complément alimentaire, et ça revient un peu sur ce que je disais tout à l'heure, quand on est dans la recherche de solutions miracles, c'est plus facile de se dire je vais prendre des oméga 3 plutôt que de me dire que je vais manger des sardines, des maquereaux 1 ou 2 fois par semaine, je vais manger de l'huile de colza, je vais prendre de l'huile de colza, je vais manger des noix, etc. Donc ça nous affranchit sous un pseudo effet bonne conscience, en fait, d'une réforme alimentaire de fond. Et ça, à mon sens, c'est dangereux. Ça ne veut pas dire que je suis contre les compléments alimentaires. Au contraire, je suis le premier à le conseiller à certains patients ou sportifs à partir du moment où on a objectivé le déficit et qu'on est dans une stratégie globale de réforme alimentaire et de pallier en fait à un moment donné par ce complément un déficit ou d'essayer de limiter un trouble fonctionnel particulier. Mais en fait, il faut bien avoir à l'esprit que un complément alimentaire n'a rien à voir avec un aliment. Si je prends par exemple l'exemple des oméga 3, on sait aujourd'hui que ces oméga 3 sont extrêmement sensibles à l'oxydation. On parle de l'hypoperoxydation lipidique, ou l'hypoperoxydation, pardon, terme un peu barbare, mais ces acides gras, en fait, ce qui fait leur force, fait leur faiblesse, c'est-à-dire que les acides gras à longue chaîne vont être sensibles à l'oxydation. Et quand on a des compléments alimentaires qui concentrent ces oméga 3 en fonction du process de fabrication, donc de la façon dont on a isolé ces oméga 3 de l'huile de la matière grasse du poisson, parce que c'est souvent du poisson, de la durée de stockage, des conditions de stockage en termes de température et autres, on se retrouve parfois avec des compléments alimentaires qui sont totalement peroxydés et qui créent des effets délétères plus importants que les bénéfices qu'ils apportent. Et ça fait partie des facteurs de confusion qu'on a dans certaines publications scientifiques. Donc, quand on va à l'inverse manger une sardine, quand on va manger une noix, on va manger effectivement ces oméga 3, mais dans une matrice alimentaire. Et on a de plus en plus de publications aujourd'hui qui nous montrent en fait toute l'importance de l'organisation structurelle de cette matrice qui fait que un même nutriment n'aura pas du tout le même effet, la même biodisponibilité. On a même parfois des effets d'antagonisme, c'est-à-dire que deux nutriments peuvent finalement s'opposer en termes d'effets dans une matrice ou dans un complément alimentaire, mais on ne peut pas extrapoler ce qui se passe dans un complément où on a isolé des ingrédients avec ce qui va se passer dans un aliment. Et en fait, le geste de se dire je prends des compléments alimentaires parce que ça m'apporte tel ou tel nutriment, pourquoi pas, à partir du moment, encore une fois, où on a objectivé le déficit, mais ça nous affranchit en rien, en fait, de la réflexion de fond sur la qualité de l'alimentation qui fait, je dis n'importe quoi, 99,9% du travail. C'est-à-dire que c'est comme le produit de nutrition, la boisson à l'effort ou le gel en course, c'est la cerise sur le gâteau une fois qu'on a fait tout le reste, et pas l'inverse, pour nous affranchir justement de travailler sur le sujet de fond. Après, sur le magnésium, par exemple, on sait que on manque quasiment tous de magnésium aujourd'hui. Pour donner un ordre d'idée, nos besoins sont l'ordre de 6 mg par kilo de poids corporel par jour, voire 8 mg chez un sportif ou quelqu'un qui a une forte activité, même intellectuelle, ou quelqu'un qui est très stressé, très, très actif de manière générale. Et globalement, l'alimentation nous apporte à peu près 100-120 mg de magnésium pour 1000 calories. Donc quand on a une femme qui va manger à peu près 2000 ou 2200 calories
peut-être 2700, 2800 si elle est sportive. Si cette femme fait par exemple 60 kilos, 6 fois 6, on arrive à 360 mg. 6 fois 8, on est quasiment à 500 mg de besoin de, de magnésium au quotidien, alors que finalement, les apports spontanés alimentaires vont être de l'ordre de 250 à 300, 350 mg. Donc là, on voit qu'il y a un décalage qui peut effectivement justifier une prise de complément. Donc effectivement, en fait, ça peut justifier un apport de magnésium sous forme de complément alimentaire. Après, c'est la question de la qualité de ce complément alimentaire, de sa biodisponibilité et surtout, en fait, encore une fois, d'y associer une réforme alimentaire, c'est-à-dire manger davantage d'oléagineux, notamment des amandes, alors plutôt européennes pour des raisons écologiques que californiennes, manger des noisettes, manger des noix, manger du cacao, du chocolat qui sera riche en cacao, des légumineuses, pourquoi pas un peu de fruits de mer, etc. C'est du sarrasin, donc des aliments qui contiennent du magnésium. Et on a la capacité en fait de répondre aux besoins de base simplement, manger 3 fois par semaine des oléagineux, des légumineuses, de manger des 60 ou 80 grammes d'oléagineux par jour, de manger 20 à 30 grammes de chocolat riche en cacao, etc. C'est pas forcément ce que fait monsieur ou madame tout le monde. Donc statistiquement, alors qu'on a un besoin qui est accru et qu'on a une densité en micronutriments qui s'est appauvrie, on va dire, notamment en magnésium, on va, par nos choix alimentaires, effectivement, soit on a la capacité de faire cette réforme pour restaurer le statut, soit on peut à un moment donné céder entre guillemets d'un complément, mais qui doit pas se substituer en fait, et c'est ça qui est important. Et pourquoi je parlais du magnésium? Tout simplement parce que à l'inverse des oméga 3 que je citais tout à l'heure, le magnésium, si on en manque, au bout de 48 heures, 72 heures, on voit déjà l'intérêt de cette supplémentation. Donc souvent les signes, ça va être bien sûr la fatigue physique, émotionnelle, l'irritabilité, les troubles du sommeil, les fasciculations, les petits mouvements musculaires incontrôlés, ça peut être des lombalgies, des douleurs au niveau des lombaires, de la nuque, etc. Donc, en fait, ces signes-là n'ont absolument rien de spécifique. Il peut exister beaucoup de raisons qui les justifient. Simplement, quand on a une association de ces signes-là, qu'on les corrèle en fait à l'alimentation du sportif et qu'on voit qu'il y a un peu d'apport en magnésium et qu'on apporte un complément alimentaire ponctuellement et qui va mieux, on sait que ça se passe de ce côté-là. Mais c'est là où tout l'intérêt de la personnalisation alimentaire derrière sera importante, quoi. Alors justement, ça me permet de rebondir sur ton site qui s'appelle donc santé-et-nutrition.com, et en grand en haut il y a marqué la nutrition positive, et ton livre qui titre du bon sens dans notre assiette. Pourtant, quand on demande à pas mal de personnes, est-ce que tu manges bien? Beaucoup disent oui, et quand ils détaillent ce qu'ils mangent, tu te rends compte que finalement c'est peut-être pas si bien que ça. Est-ce que c'est quelque chose que tu as constaté toi aussi, cette impression de bien manger, et en fait, quand on creuse un petit peu, pas tant que ça. Et qu'est-ce que c'est que bien manger? Alors, j'imagine que la réponse peut être très longue, mais dans les grandes lignes. Ouais. Alors merci pour la référence effectivement à mon blog, mais justement, sous la nutrition positive, il y a 3 mots-clés, la santé, l'écologie et l'évolution. Et pour moi, c'est vraiment le pilier, le trépied en fait, de ce que doit être aujourd'hui les recommandations alimentaires. Parce que effectivement, c'est quoi bien manger? Moi, je suis strictement incapable de le dire. C'est-à-dire, c'est bien manger par rapport à qui? Là, on parle d'un sportif, ça peut être une pathologie donnée, quelqu'un qui est diabétique, qui a une maladie auto-immune, etc. C'est aussi dépendant en fait de l'environnement culturel, de l'environnement social. C'est dépendant de la capacité d'assimilation, des besoins qui vont être spécifiques, parce que quand on parle de besoins nutritionnels, on parle de statistiques avant tout. Et la courbe de Gauss, c'est une courbe qui exclut les personnes qui vont avoir des besoins moins importants, des personnes qui ont au contraire des besoins accrus. Donc en fait, on peut absolument pas prédire à travers le contenu d'une assiette
quel va être le statut au niveau cellulaire, en fonction de la façon dont, si on prend un végétal, dont il a été cultivé, la façon dont il a été conservé, la façon dont il a été transporté parfois, la façon dont il a été découpé, dont il a été cuit, dont il a été mâché, dont il a été assimilé au niveau intestinal, dont il a été transporté au niveau cellulaire, et ben on a tellement de facteurs de variation que c'est pas un contenu théorique, en tout cas une table de données théorique qui va nous permettre de dire effectivement je satisfais mes besoins. C'est là où le regard du professionnel est important parce que il va corréler ce qu'on appelle dans notre jargon l'anamnèse, c'est-à-dire l'enquête alimentaire avec l'anamnèse de santé, c'est-à-dire quel est son état de santé, quels sont les troubles fonctionnels qu'il exprime, voire les pathologies. On va s'appuyer sur des bilans biologiques quand on en a à disposition de pertinent pour effectivement mettre en place un modèle qui nous paraît personnalisé au sens le plus adapté à un individu à un moment donné. Et ça ne veut pas dire que ce modèle sera adapté au même individu plus tard. Donc après, d'avoir des recommandations nutritionnelles qui sont entre guillemets les bonnes, j'aime pas ce terme-là parce qu'elles existent, il n'y a pas de bonnes recommandations, et ben peut-être que d'un point de vue écologique ou d'un point de vue éthique, ça sera incohérent. L'exemple de l'avocat est vient à l'esprit parce que effectivement la France est un très gros consommateur, on est le deuxième plus gros consommateur d'avocats au monde après les États-Unis de mémoire, et effectivement nutritionnellement l'avocat est très intéressant. Écologiquement, est-ce que c'est cohérent de le faire venir outre-Atlantique ou même si on en a aujourd'hui en Europe ou autre, mais socialement, les méthodes de culture liées à cette culture intensive par rapport à une demande qui est devenue très importante, est-ce que c'est cohérent? Le café, c'est la même chose. Le cacao dont je parlais tout à l'heure, c'est pareil. Écologiquement, c'est loin d'être la solution idéale. Nutritionnellement, c'est intéressant. Donc en fait, en fonction du spectre, en fonction du regard, du critère qu'on va considérer, on pourra avoir parfois des avis qui seront contraires pour un même aliment. Et on aura raison en fonction justement de ce facteur-là. Et le troisième point que je cite là dans le blog notamment, c'est effectivement cette notion d'évolution. Moi, je me suis vraiment intéressé de très près à cette notion d'évolutionnisme depuis très longtemps. Ça fait depuis d'une vingtaine d'années, mais je me suis vraiment penché là depuis 7-8 ans en détail avec notamment ces histoires d'enjeux écologiques pour voir finalement qu'est-ce qui peut expliquer de manière cohérente des pathologies ou des états nutritionnels particuliers par rapport en fait à l'évolution de notre mode de vie et à l'impact que ça a pu avoir d'un point de vue biologique. Et je ne parle pas à l'échelle de 10 ou 20 ans, mais effectivement à l'échelle de milliers d'années, voire de dizaines de milliers d'années. On parle souvent du modèle paléolithique, qui est une ineptie. En fait, ça n'existe pas, l'alimentation paléolithique. Vous avez en fonction des régions, en fonction des latitudes, des modèles qui étaient très riches en graisses et en protéines, parce que les personnes vivaient dans le froid, parce que c'est ce qui, au niveau alimentaire, était à disposition. Et à l'inverse, dans des pays qui étaient chauds, donc où on avait une dominante de végétaux, on avait parfois un modèle non pas végétalien, mais à dominante de végétaux. Quand on regarde la littérature, on a plus de 229 modèles différents en fonction des peuplades historiques. Donc en fait, l'alimentation paléo, elle séduit sur le principe. Conceptuellement, elle est intéressante, mais elle n'est pas applicable à tout le monde et encore moins dans l'environnement qui est le nôtre aujourd'hui. On a des marqueurs biologiques et génétiques. Alors en France, on ne fait pas de tests génétiques à ce niveau-là, sauf dans le cas d'une suspicion de pathologie, mais ce qu'on appelle l'ApoE, donc est un marqueur qui est très intéressant pour voir quel modèle énergétique on va proposer à un individu et a fortiori à un sportif aussi. C'est-à-dire que on a des types, ce qu'on appelle les ApoE4, qui sont des personnes qui sont d'ailleurs plus sensibles à des maladies comme Alzheimer, comme le diabète par exemple, diabète de type 2, et qui ont de fortes chances ou de risques, ça dépend comment on voit le truc, mais de pas s'adapter à une alimentation riche en graisse ou un modèle cétogène. À la différence de populations qui sont dites des ApoE2 ou ApoE3, qui eux vont au contraire très bien s'adapter au niveau mitochondrial, c'est-à-dire sur les centrales nucléaires qui utilisent nos nutriments pour fabriquer de l'énergie, on aura une adaptation qui sera plutôt positive. Donc en fait, en fonction de nos origines,
facile à dire, mais sur lesquels on peut s'appuyer, notamment avec les marqueurs, et ben, on aura des recommandations alimentaires là aussi qui peuvent être différentes. Donc au final, quoi en retenir? Déjà, d'être dans une alimentation qui est brute, qui est locale, qui est de saison, avec le moins d'intrants possible, biologique si on peut. Bon, après, encore une fois, on pourrait beaucoup développer cette notion de bio. Donc rien qu'à travers ça, on fait 95% du travail. Après, les 5% restants, et c'est empirique quand je dis ça, hein, c'est de la personnalisation, c'est de l'adaptation. Mais en proposant ces conseils qui peuvent paraître simplistes, en fait, on résout beaucoup de problématiques dont on ne connaît même pas encore les mécanismes. Je citerai juste une étude que j'utilise souvent, qui est parue dans Nature il y a 3 ans à peu près, et qui parle de foodome. Et en fait, les auteurs se sont amusés, entre guillemets, à recenser l'ensemble des composés végétaux qui étaient présents dans les bases de données internationales. Et on a quantifié et corrélé en fait l'effet biologique de certains végétaux, d'à peu près 150 végétaux, parmi plus de 49 000 métabolites qui ont été identifiés, donc composés végétaux présents. Donc au final, on ne sait que très 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 peu de choses en fait de ce qu'on mange quand on va croquer dans une pomme, et encore une fois, de l'effet de la matrice, c'est-à-dire la structure dans lesquelles sont emprisonnés ces aliments-là, et qui vont eux-mêmes interagir avec notre propre spécificité génétique ou épigénétique, c'est-à-dire en fait la façon dont va s'exprimer notre code génétique en fonction de l'environnement. Et c'est pour ça que dans certaines publications, on a des résultats qui sont parfois contradictoires. On a, je pense par exemple au thé vert, alors c'est un nom barbare hein, qu'on appelle l'épigallocatechin galate, le GCG, c'est ce qui a fait un peu la vertu au thé vert. On dit oui, le thé vert est meilleur que les autres thés, oui et non, mais en tout cas, c'est par la présence de ce composé. On a des publications qui nous montrent que ce composé a plutôt un effet délétère chez certains individus, alors que chez la très grande majorité des personnes, c'est quelque chose de bénéfique. Et ça, c'est lié notamment au contexte épigénétique. Et alors, c'est passionnant, ça en fait aussi quelque chose de finalement complexe, et c'est pour ça que de revenir à quelque chose d'ultra simple, que ce soit encore une fois sur des produits bruts, locaux, de saison et bio, avec le moins d'intrants, eh ben, on va résoudre un certain nombre d'enjeux nutritionnels, écologiques, éthiques, si on est sur des circuits courts. Je veux dire, on est aussi dans un achat qui est raisonné, au sens de privilégier des petits producteurs, etc., que d'aller chercher des produits issus de multinationales dans les grandes surfaces et autres. Et ben finalement, on ne le sait pas forcément pourquoi, mais on sait qu'on est dans le bon sens. Après, là où il faudra affiner, c'est après le rôle du professionnel pour aiguiller au mieux en fait l'individu en fonction de sa spécificité à lui, quoi. Je ne sais pas si c'est clair, parce que c'est un sujet tellement vaste que Ce que je me suis dit, c'est que celui qui arrive à placer un repas de famille épigallocatechin galate, au Scrabble, ça marche même pas. il est fort. EGCG, voilà, pour les Ouais. intimes. Non mais c'est passionnant tous ces sujets, et c'est vrai que c'est beaucoup plus complexe qu'on veut parfois l'entendre, mais en même temps, et dans une société où on a de moins en moins de temps pour faire ce qu'on a envie de faire, et malgré la contradiction un peu de notre époque, où on n'a jamais eu autant de choses pour nous simplifier la vie, mais on a toujours moins de temps. Quels seraient allez, les quelques conseils de base que pourraient appliquer tous nos auditeurs, qu'ils devraient retenir, les petites choses qu'ils devraient retenir de notre échange? Alors, de notre échange ou d'une alimentation entre guillemets adaptée? Si notre échange devait faire 2 minutes, qu'est-ce que tu conseillerais à nos auditeurs? Eh ben, ce que je viens de dire, des produits non transformés, donc des produits bruts, locaux, de saison, bio, d'avoir à l'esprit que, en fait, effectivement, la nutrition peut paraître extrêmement complexe, et elle l'est en fonction du regard de santé qu'on va avoir, elle est en fonction d'autres enjeux qu'on n'a pas développés. Et je parlais écologique, évolutionniste, sanitaire, etc.
mais qu'à travers juste ces petits conseils simples, déjà, on résout énormément de choses. Et le fait d'avoir, je pense là plus à la première partie de ce qu'on évoquait sur cette notion de pratique sportive, avoir à l'esprit que on est fait pour être stimulé d'un point de vue biologique. Il ne s'agit pas de dire qu'on est masochiste, même si sportif est un masochiste dans l'âme par définition. Mais effectivement, sans stress, il n'y a pas d'évolution. Il y a deux principes de biologie. Le premier, c'est l'homéostasie, à savoir que la cellule va être capable de revenir à son état d'équilibre après une sollicitation, ou alors elle va donner la place à une autre cellule plus fonctionnelle si elle n'y arrive pas. Et le deuxième principe qui explique notre évolution, c'est l'hormèse, c'est-à-dire c'est la stimulation. Et malheureusement, aujourd'hui, on est dans une situation, dans une société de confort. Et c'est pas négatif quand je dis ça, parce que ce confort nous a apporté énormément de bénéfices, que ce soit sur l'accès à l'alimentation, que ce soit sur l'accès à la santé, bien entendu, aux soins, que ce soit sur le fait de ne pas tomber, mourir de froid, etc. Mais en faisant ça, eh ben, on n'a plus de variation de sollicitation au niveau de la température. On n'est plus à l'extérieur et la lumière extérieure naturelle est extrêmement importante sur le rythme circadien, notre rythme biologique, mais aussi sur les mitochondries, sur plein d'aspects qu'on n'a pas développés ici. Le mouvement, on est fait pour bouger, on n'est pas fait pour rester assis derrière un ordinateur à longueur de journée, qui plus est à l'intérieur d'un bâtiment, même si on a des baies vitrées. Et c'est là où on parle de plus en plus des sportifs sédentaires, c'est-à-dire qu'on a des athlètes qui effectivement vont faire leur entraînement 1 heure, 2 heures par jour, et le reste du temps qui sont sédentaires. D'où la recommandation simple de bouger tous les 20-25 minutes, c'est-à-dire d'avoir un mouvement, parce que on est programmé pour ça. Et c'est pas l'activité physique qui nous apporte des bienfaits de santé, c'est la sédentarité qui crée les méfaits. Et ça, conceptuellement, c'est important à comprendre. Donc en fait, en se replaçant dans un contexte où effectivement, eh ben, on mange ces produits bruts, voilà, tout ce que j'ai pu évoquer, on se stresse positivement par l'activité de manière adaptée par rapport à notre capacité du moment, on prend l'air au sens de la lumière extérieure au maximum, on s'habitue aussi à des variations de température, on ne l'a pas évoqué, mais alors il y a la notion d'exposition au froid, il y a la notion d'adaptation à la chaleur, et tout ça, ça revient au principe d'Hormèse que je développe d'ailleurs beaucoup dans le livre. Et ça permet en fait de renforcer nos capacités d'adaptation et du coup d'être, j'aime bien dire, en pleine santé, au-delà de la bonne santé, et du coup d'être performant au niveau sportif, parce que c'est notre capacité qui va déterminer en fait notre performance, que ce soit un sport d'endurance ou autre d'ailleurs. Alors tous ces sujets sont ultra passionnants et tu vas être obligé de revenir, Anthony, hein, pour, Avec plaisir. Je suis un peu bavard sur le sujet. pour détailler certains thèmes qu'on n'a pas abordés et que j'aurais aimé. Et je pense que les auditeurs resteront un peu sur leur faim aussi sur certains sujets, mais ça donne l'occasion de refaire un épisode. Est-ce qu'il y a quelque chose alors, déjà, j'invite les auditeurs à, s'ils veulent creuser un petit peu le sujet, à aller prendre ton livre Du bon sens dans notre assiette. Vous aurez le lien dans la description. Et puis tu proposes aussi des formations en ligne sur ton blog. Donc pour ceux qui souhaitent creuser un peu le sujet, peuvent aller voir aussi sur ton site Santé et Nutrition. Là aussi, je mettrai le lien dans la description. Ouais, bah merci beaucoup. Alors juste pour le livre, petite précision sur celui qui vient de sortir, c'est un peu la synthèse d'un autre qui va être beaucoup plus développé là, qui va sortir. Alors c'était prévu en mai, mais apparemment ce sera peut-être tout début juin, qui est beaucoup plus développé. Donc si vous êtes féru de nutrition, le deuxième rentrera beaucoup plus dans les détails et notamment sur la partie sportive, même si c'est un livre qui se veut systémique en fait dans l'approche. Je parle notamment du surentraînement, de la désadaptation, de l'adaptation, je parlais de la chaleur tout à l'heure, un certain nombre de la fenêtre métabolique dont on parlait tout à l'heure, un certain nombre de thématiques qu'on a l'habitude d'évoquer dans la nutrition du sport. Je les développe plutôt dans l'ouvrage qui va sortir, un petit peu dans celui qui est sorti, mais de manière plus synthétique, quoi. Bah écoute, très bien. J'actualiserai dans la description si jamais vous écoutez ce podcast cet été. Peut-être que ça sera sorti, j'espère. ça sera sorti.
Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé et que tu aurais aimé ajouter pour clôturer notre échange? Non, je vais peut-être juste renfoncer le clou, c'est-à-dire de revenir à des choses effectivement simples. C'est-à-dire, je me répète au moins pour la 3 ou 4e fois, hein, mais c'est justement pour moi l'objectif numéro 1 de ces produits bruts non transformés, locaux, de saison, etc. Parce que c'est déjà tellement énorme par rapport au modèle alimentaire qu'on a actuellement et qui est beaucoup trop riche en aliments ultra transformés, etc. Après, le détail, ça se fait par l'accompagnement d'un professionnel justement. Mais en fait, en revenant à des choses basiques, on n'a pas parlé de l'insuline par exemple, qui est un point extrêmement, une hormone qui a des impacts très importants sur notre santé et qui est très dépendante de notre alimentation, notamment au niveau du petit déjeuner. On a aujourd'hui un modèle qui nous fait sécréter beaucoup trop d'insuline. Donc, bref, je vais m'arrêter là parce que sinon je vais repartir dans un autre sujet. Ça sera l'occasion d'en reparler dans un autre podcast avec plaisir si tu souhaites. Eh ben écoute, si les auditeurs le souhaitent, partagez cet épisode avec le hashtag #EpiGaloCatechinGalat. Et il va rester lui. Ah, celui-là, je vais me faire un défi de le placer, hein, ça c'est sûr. Et tu penseras à moi à chaque fois que tu boiras un peu de thé vert maintenant. Exactement. Voilà. Alors, petite parenthèse d'ailleurs, si tu veux un thé qui en contient le plus, il faut que l'eau soit le plus chaude possible. Alors pas 100 degrés parce qu'on brûle la feuille de thé, mais plutôt 85-90 degrés, ce qui va faire bondir les amateurs de thé, parce que sur des bons thés comme des sencha, des gyokuro, on est plutôt à 65-70 degrés, mais en fait plus la température est élevée, plus tu extrais, ça fait partie des polyphénols, et plus tu l'infuses longtemps. Et quand on regarde la littérature scientifique, c'est 15 à 20 minutes, voire plus d'1 heure, pour avoir une grande quantité de ce terme un peu barbare là, d'Epigalo-Catechin-Galat. Mais c'est ce qui fait le côté très tannique, voire désagréable pour certains. Parce qu'en fait, c'est des composés initialement qui sont là pour défendre les végétaux, mais qui stimulent nos capacités d'adaptation. C'est comme l'histoire de l'activité physique, c'est la même chose. Donc on parle d'antioxydants à tort, parce qu'en fait, ça n'en est pas. C'est des agresseurs pour nos mitochondries qui s'adaptent en réponse et qui du coup nous permettent d'être plus efficients. Mais voilà, ce qui donne le côté un peu désagréable à la saveur en fait quand on le boit. Ouais, ça c'est un vrai sujet. J'ai découvert ce monde des passionnés de thé qui calculent au degré près. Alors que, enfin, je sais pas comment font les gens en général, mais moi, je fais chauffer, je mets, et puis je bois. Puis voilà. Alors, petit conseil, achète déjà une bouilloire où tu sais, tu as le choix de la température pour éviter d'avoir 100 degrés. J'ai, mais en fait, je m'en servais uniquement pour pas que ce soit trop chaud. C'est bien, déjà. Voilà, tu fais son paramètre à 85 degrés. Et moi, ce que j'ai, c'est que j'ai une théière modèle japonaise, là, un petit peu, où en fait, on met le thé directement dans le fond de la théière. Et le filtre est directement dans la théière. Et comme ça, j'ai toujours un fond d'eau je l'ai à côté de moi là toute la matinée. Et du coup, je rajoute après de l'eau chaude, ce qui fait que je le bois à la température que je veux. Mais au moins, j'ai extrait les polyphénols au maximum, quoi. Donc après, il y aura une guerre entre les amateurs nutritionnels et les amateurs gustatifs, parce que clairement, en fait, si on veut bénéficier des vertus nutritionnelles, on va un peu à l'encontre des recommandations gustatives, quoi. D'accord. Eh ben écoute, encore un monde à découvrir, c'est passionnant. En tout cas, je le suis, moi. Eh ben écoute, merci beaucoup Anthony, et puis chers auditeurs, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager à au moins une personne qui serait intéressée par le sujet de la nutrition. Il y en a forcément. Et puis moi, je tiens à saluer personnellement, pour clôturer cet épisode, parce que je suis sûr qu'il écoutera, c'est Thomas Bio, qui est un ancien obèse et qui maintenant lutte pour cette cause, et qui essaye de diffuser un message que rien n'est impossible, et qui maintenant fait des défis absolument incroyables de 24 heures de tour de la Guadeloupe à vélo. Donc si vous êtes sensible à ce sujet, n'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait, Thomas. En tout cas, moi je suis ultra fier d'être son ami. Merci beaucoup Anthony pour tous ces très bons conseils, et puis je te souhaite une très belle journée. À bientôt. Merci, à bientôt, ouais.
Merci d'avoir écouté cet épisode de l'Instant Outdoor. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcasts, c'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le sport. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un speaker pour votre événement, d'un contenu pour votre marque, d'infos sur le Grand Raid du Finistère, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse contact@planettry.com. À bientôt!